Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce magazine L'Air du Temps en compagnie de Jean-Pierre Gégère, le patron de la semaine, avec nous. Bonjour. Bonjour. Avec nous Denis Berche, le rédacteur en chef de L'Essentiel. Comment ça va? Oh, très bien. Ça va aujourd'hui chez Luxembourg? Magnifiquement bien. Très bien. Jean-Pierre, il y a quoi la une de la semaine en ce moment? À Metz ou à Nancy? Oh oui, c'est vrai. Alors, sur les deux, forcément. À Metz, c'est l'immobilier et c'est le problème que rencontre le parc Walligator depuis hier avec le redressement. Et donc, sur Nancy, c'est la zone prioritaire de sécurité, enfin, tout le débat autour de la sécurité à Nancy, mais aussi d'autres aspects comme l'histoire de acheter Made in France, enfin, une série de sujets plutôt dans tendance société. J'ai vu que vous suiviez le feuilleton Luxair. Luxair, Kergolux, grand feuilleton. Il y aura d'autres épisodes, c'est pas terminé. Les Qataris vont partir, les Russes ou les Chinois vont arriver, on change de langue. Il y aurait c'est un peu compliqué à suivre. Il y a une logique chez les deux, mais pour le moment, ça reste muet du côté du ministère des Infrastructures. Notre invité pour cette heure du temps, pendant 26 minutes aujourd'hui, Mathieu Klein, conseiller municipal de la ville de Nancy. Bonjour. Bonjour. En ami conseiller municipal, ça vous va? Très bien. On aurait pu mettre vice-président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle. On a mis conseiller municipal. C'est un bon choix. On en parle tout de suite ou on attend un peu? C'est vous qui dirigez. Alors vous avez dit, hein, d'ailleurs c'est dans le journal de la semaine, vous avez dit moi pour les élections municipales prochaines, Rossini ou un autre, tout me va. Je vous le confirme. Pourquoi vous dites ça? C'est-à-dire que... Ça veut surtout dire j'y vais. Ah oui, ça il l'a dit déjà, il l'a même dit ici. Donc le truc c'est que là maintenant vous êtes fin pressé, il y a 18 mois, vous êtes à fond dans ces élections. J'ai décidé effectivement de préparer les élections en partant tôt, en prenant le temps du dialogue, de la construction et sans me préoccuper du calendrier de mes adversaires. C'est pour ça que quand on me pose, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, la question de savoir à qui je serais confronté ou à qui j'aimerais être confronté, pour moi c'est assez simple. Comme je n'ai pas calé mon agenda sur celui de la majorité actuelle, je n'ai pas d'autorisation à demander à qui que ce soit, je n'ai pas de tutelle dont il faudrait que je m'affranchisse pour faire le choix que j'ai fait. Vous avez quelqu'un là? Non, je vise ceux qui aujourd'hui attendent. Et c'est logique qu'ils attendent. Pendant la tutelle, non? La tutelle, c'est tous ceux qui aujourd'hui attendent de savoir ce que va faire André Rossino. Je ne sais pas qui, au final, emportera le morceau, mais en tout cas, le choix que j'ai fait, c'est de ne pas m'en préoccuper. Et par contre, je m'en préoccuperai le moment venu, lorsque sera l'heure du débat et de la confrontation. Mais pour l'heure, ce n'est pas le sujet, puisque moi, je suis dans la phase de préparation, de rencontre, de dialogue. Et quand la droite sera décidée, on entrera dans la phase de débat. C'est-à-dire que vous aurez eu le temps avant d'annoncer le fond de votre programme? C'est l'objectif. L'objectif, moins que de programme d'ailleurs, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus vouloir aller plus vite que la musique. Et puis vous savez, qu'est-ce qu'on nous reproche souvent, les politiques en général, d'arriver 3 mois avant le scrutin, bonjour madame, bonjour monsieur, votez pour moi, et si vous avez une idée, donnez-la moi, c'est le moment. Personne ne croit plus à cette façon de faire de la politique. Donc j'ai essayé à travers le choix de calendrier que j'ai fait un peu d'inverser la tendance et de dire on est loin des élections, il n'y a pas encore d'enjeu immédiat, peut-être que le dialogue là il est plus facile, peut-être aussi que les citoyens vont se sentir un tout petit peu moins instrumentalisés, viendra le temps de la campagne. Donc aujourd'hui c'est le choix que j'ai fait et progressivement j'annoncerai les grands enjeux pour moi, les projets que j'ai envie de soutenir, et puis le moment venu, une fois que l'investiture officielle, d'ailleurs pour moi également, sera passée, il faut que le Parti socialiste m'accorde sa confiance, ensuite que les discussions s'engagent avec celles et ceux qui seront avec nous dans cette bataille des élections municipales, et à ce moment-là, il sera temps de parler de programme quand on sera, encore une fois, en campagne des élections municipales. Denis ? Donc ça veut aussi dire que vous avez fait le choix ou la possibilité en tout cas d'être maire de Nancy, donc de ne pas être un jour député. J'ai fait le choix. Celui-là, je crois que je l'ai fait déjà il y a un certain temps. J'ai une conviction assez ancienne en la matière qu'un maire ne peut pas être un parlementaire. Parce que déjà par respect de la fonction de parlementaire, je pense fondamentalement que si nous voulons des institutions équilibrées, si nous voulons justement qu'il y ait un vrai contrôle du pouvoir, un vrai contrôle de l'exécutif et un vrai travail législatif, il faut des députés, des sénateurs qui s'engagent pleinement dans le travail parlementaire. Et la décentralisation, tout le monde l'applaudit. Vous connaissez beaucoup d'élus qui aujourd'hui vont dire qu'ils sont pour une recentralisation. Moi, je n'en connais le principe. Aucun. Eh bien, moi, j'en applaudis et le principe et la mise en œuvre. La modalité. Et qui dit décentralisation accrue, dit responsabilité accrue des élus locaux. Et donc, un maire à plein temps me paraît être, surtout dans une ville de la taille de Nancy, d'ailleurs, André Rossino lui-même, un peu parce que les électeurs l'y ont poussé, lui, mais en tout cas, se l'est appliqué. Et je crois que le choix que j'ai fait
bien avant les élections législatives, bien avant les élections municipales, c'est le choix d'avoir envie de construire un projet pour ma ville. Je l'avais dit il y a déjà 3 ans, si je ne suis pas candidat aux législatives, je serai candidat aux municipales. Si j'étais candidat aux élections législatives, je ne solliciterais pas l'investiture pour les municipales. Voilà, le choix a été fait. Et en plus, je suis très heureux de l'avoir fait puisque ça a permis l'élection à l'Assemblée nationale de Shahin Eskirouni, député de Meurthe-et-Moselle, avec qui nous travaillons beaucoup. Et dans cet équilibre, justement, entre le parlementaire qui représente la nation, qui a un regard attentif sur son territoire, en lien avec les élus locaux de son territoire. Moi, si ça fonctionne comme ça à l'avenir partout, j'en serai le premier heureux. Quand c'est construit comme ça marche. Et quand on entend les tenants de l'ancien système qui disent « moi, j'ai besoin d'avoir des racines sur place et des ailes pratiquement à Paris ». Mais qui a dit qu'un député n'avait pas de racines? Jusqu'à preuve du contraire, en France, nous sommes dans un scrutin uninominal. Ce qui veut donc dire que pour être élu, et j'allais dire surtout pour être réélu lorsque les vents contraires se font sentir, il vaut bien mieux pour un député, une députée, avoir fait un travail de terrain qui fasse en sorte que les électeurs vous reconnaissent au-delà de votre seule étiquette politique. Oui, mais dans ce travail de terrain, les électeurs vous parlent de leurs problèmes de logement, enfin de toute une série de choses immédiates que vous ne pouvez pas régler, sauf par le biais de la loi. Qu'est-ce qu'un député aujourd'hui qui a face à lui dans sa permanence parlementaire quelqu'un qui vient lui parler de ses problèmes de logement? Eh bien, justement aujourd'hui, il peut lui parler de l'évolution de la loi SRU, et si des choix qui sont faits par le gouvernement ou par les parlementaires, des amendements qui sont posés à l'Assemblée nationale, et si ça nécessite une intervention individuelle, eh bien le député peut décrocher son téléphone, appeler le maire, appeler le conseiller général, appeler l'office d'habitat social, appeler la caisse d'allocation familiale, bref, faire le travail de relais. Eh bien cela est parfaitement compatible avec le fait de ne pas avoir de mandat exécutif local. Et je pense même que cela donne aussi une meilleure lisibilité aux citoyens. Demandez à un citoyen s'il sait ce que fait un conseiller général, s'il sait ce que fait un conseiller régional. On a déjà fait des micro-trottoirs là-dessus. Sauf que c'est difficilement faisable quand on n'a pas la même étiquette politique. C'est pas vrai. Parce que dans l'exercice des responsabilités, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous allez vous enquêter sur le terrain, vous verrez qu'alors pour le coup, on peut s'affronter pendant les élections, même parfois durablement entre 2 élections. Il n'en reste pas moins qu'il y a un certain nombre de grands sujets, ou de tout petits au sens concernant beaucoup de personnes ou une seule personne, qui peuvent tout à fait trouver des espaces de dialogue. Et puis les services des différentes collectivités, eux, n'ont pas d'étiquette politique, ils travaillent indépendamment de savoir qui est le président ou l'exécutif de l'Assemblée au-dessus de la collectivité. Donc tout ça peut se faire sans qu'il soit besoin que tous les pouvoirs soient dans les mains d'une seule personne. Moi, je suis un adepte, et d'ailleurs cela vaut pour les territoires comme pour les hommes, de la coopération et pas de la concentration. Je pense d'ailleurs que c'est ce temps-là qui est ouvert maintenant, que les territoires coopèrent entre eux et que les élus coopèrent entre eux. Il faut juste que ça soit lisible. Quand on parle d'intercommunalité, vous, le Grand Nancy, si vous êtes maire de Nancy, vous avez envie d'être patron du Grand Nancy aussi? Mais pas nécessairement. Là aussi, pourquoi préempter un débat qui se posera au soir des élections municipales? Moi, je n'ai en la matière qu'un seul objectif, pour le moment, c'est de conduire la liste de la gauche aux élections municipales à Nancy, de faire en sorte qu'au-delà de la gauche, d'autres personnes nous rejoignent, que la ville connaisse enfin la première alternance issue des urnes de son histoire, ce qui ne s'est jamais produit. Et si nous sommes en situation de faire basculer à gauche la communauté urbaine du Grand Nancy, je vais vous dire la première question qui va se poser à nous, au-delà de savoir qui sera président. Est-ce que nous gouvernerons le Grand Nancy de façon aussi sectaire qu'André Rossineau? Sous-entendu, est-ce que l'intercommunalité ne sera composée que d'élus de droite à sa tête? Ça, c'est une question politique qu'il faudra avoir et mettre devant les électeurs. Parce que si aujourd'hui, vous écoutez les maires des communes composant le Grand Nancy, vous n'avez dans l'exécutif que les maires qui votent UMP ou Radical, ou en tout cas qui sont affiliés à la majorité d'André Rossineau. Est-ce que c'est ça une logique intercommunale? Moi, je souhaite que la question soit posée. Et ensuite, on déterminera celui ou celle qui sera en situation de conduire la présidence du Grand Nancy. Mais décider de ça aujourd'hui, alors même que nous ne sommes pas majoritaires, les électeurs pourraient nous dire ne vous moquez pas de nous, faites le travail dans l'ordre. Alors, avant d'aborder avec vous le sketch de l'UMP en ce moment qui continue, je voudrais juste qu'on aborde l'EPS ici en région Lorraine.
Moi, j'ai l'impression qu'après le rapport 2020 et après ce que j'ai entendu, on a l'impression que il y a aussi quelque part un petit déchirement entre le PS ici en Lorraine. Vous avez le même sentiment que nous ? Non, je pense qu'aujourd'hui, Lorraine 2020 est un rapport qui a été présenté par Michel Dinet à l'Assemblée régionale à la demande de Jean-Pierre Masseret. C'est d'ailleurs dans ce sens que les deux s'étaient entendus pour préparer ensemble les élections régionales et que Michel Dinet avait rejoint la liste conduite en Meurthe-et-Moselle par Jean-Yves Le Déaut en 2010 pour être élu, si la gauche l'emportait, uniquement dans ce cas-là, conseiller régional. Conseiller régional délégué, la commande du rapport 2020, c'est un rapport qui a fait débat et d'ailleurs c'est la preuve qu'il a visé juste. Parce qu'il a provoqué des réactions de soutien, il a aussi provoqué quelques réactions un peu plus dissonantes. Je pense des réactions techniques et des réactions philosophiques. Oui, et je trouve que c'est exactement la fonction de la présentation d'un rapport de ce type. Le Conseil économique et social de Lorraine a lui-même rendu un avis que j'ai trouvé intéressant et lui-même avait fait ce diagnostic sur la désindustrialisation de la Lorraine, sur le fait que malgré une création d'emplois nets dans le pays ces dernières années, la Lorraine avait continué à en perdre. Donc ce chemin, ce déclin lorrain, c'est celui-là qu'il faut enrayer. Et ce que dit Michel Dinet dans Lorraine 2020, c'est que c'est l'unité des Lorrains qui est une des réponses, pas la seule, mais une des réponses. Mais ça, c'est un leitmotiv un peu politique, Masseret. Tout le monde appelle à l'union. Mais pour faire quoi ensuite? Pour faire de l'économie solidaire et sociale. Enfin, je veux dire, on n'a pas l'impression de sentir un souffle. Mais je pense que... Je suis un peu réac même, autant vous dire. Non, mais je ne pense pas que ce soit une question de réaction, en l'occurrence. Parce que l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas l'ennemi de l'économie traditionnelle. Et d'ailleurs, si vous avez bien lu le rapport de Michel Dinet, il propose aussi que les institutions et les collectivités mettent le paquet sur la formation à la création d'entreprises traditionnelles. Il ne s'agit pas de dire que l'économie solidaire ou l'économie sociale va remplacer l'économie de marché. Nous ne sommes pas, et Michel Dinet, loin de là, porteur d'une idée faussement planificatrice de l'économie. Mais par contre, dire qu'il faut recentrer, resserrer sur un certain nombre de grandes filières stratégiques, que le développement économique de la région doit s'emparer d'un certain nombre de secteurs, notamment la santé, l'énergie. Il y a notamment à Nancy, de ce point de vue-là, une réalité démographique, économique, une réalité sociologique sur laquelle il faut faire fructifier un capital économique à l'échelle de la région. Et c'est ce que dit Lorraine 2020. Il faut qu'enfin on puisse faire émerger une génération aussi, une nouvelle génération de responsables dans cette région qui travaillent à l'intérêt général de la région Lorraine. Pour répondre à mes questions, il y a une adhésion totale de la gauche suite au rapport de Michel Dinet. Quand on dit la gauche, c'est qui? C'est le PS, pardon. Il y a un diagnostic qui est partagé. Et vous savez, il ne faut pas s'inquiéter quand il y a des expressions qui sont parfois un peu dissonantes. On vous pose une question. Mais vous avez l'air inquiet, alors je voudrais vous rassurer. Il faut aussi regarder d'où parlent les gens. On a un président de conseil général qui a fait un rapport dans le cadre de son mandat de conseiller régional, et on a un président de conseil régional. Ce ne sont pas les mêmes collectivités. Donc c'est forcément aussi un regard un petit peu différent sur l'organisation de la société. Donc qu'un président de conseil régional s'exprime d'une certaine manière, qu'un président de conseil général s'exprime d'une autre manière, ne signifie pas qu'il ne partage pas le même objectif in fine sur le développement de la Lorraine. Donc moi, ce n'est pas aujourd'hui un problème d'inquiétude sur des relations personnelles, c'est l'appel, et que d'ailleurs nous sommes nombreux à lancer, pour que la Lorraine, aujourd'hui, rassemble ses forces, enraye le déclin que d'aucuns continuent à chroniquer inlassablement et trouve les ressources en elle-même pour son développement. Il y a des perspectives dans cette région. Nous ne sommes pas une région condamnée. Nous sommes une région universitaire, nous sommes une région qui est leader en matière de santé, nous sommes une région qui est capable de travailler sur des nouveaux pôles de développement comme l'aéronautique, nous sommes une région qui a des ressources nombreuses. Donc aujourd'hui, rassemblons-les et faisons en sorte que les acteurs économiques régionaux mettent le paquet ensemble sur les mêmes projets. La division est quand même un mal endémique de notre région. Donc, je crois que... Mais pourquoi on a mis autant de temps? Parce que bon, la gauche est au pouvoir à la région depuis 2004. Là, on a un objectif 2020 et on commence à travailler dessus, ou du moins on l'exprime en 2012, pratiquement 2013. Mais parce que c'est un travail qu'il faut sans cesse remettre sur l'établi. Vous savez, parce qu'il y a des choses qui ont changé, il y a eu des crises, mais bon, cela étant, sur le fond, pourquoi on n'a pas ce projet sur la filière bois, enfin des choses de ce type-là? Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Mais ces projets-là, ils ne sont pas nés hier. Ouais. Ces projets-là, ils existent. La fonction politique, en l'occurrence,
c'est pas de faire à la place des autres, c'est pas de se transformer en chef d'entreprise. Moi, je ne prétends pas devenir chef d'entreprise demain. Je prétends par contre essayer de trouver les solutions pour que les chefs d'entreprise aient envie de s'installer à Nancy et en Lorraine plutôt que d'aller s'installer dans une autre région. Je prétends que l'espace sur lequel nous sommes élus doit être un espace compétitif. Il y a une concurrence entre les territoires, entre les collectivités et pas seulement à l'échelle de la France. Et aujourd'hui, les leaders doivent montrer à ceux qui ont des projets, à ceux qui innovent, à ceux qui créent, qu'ils sont les bienvenus. Et que non seulement ils sont les bienvenus, mais qu'on va les aider à s'installer. Et dans l'économie sociale et solidaire aussi. Et dans ceux qui ont une autre vision de l'économie aussi. Pardon ? On a déjà aidé un paquet de gens quand même. Mais aider, c'est pas seulement bonjour, bienvenue, voilà le chèque, au revoir. Aider, c'est aussi faire en sorte que les infrastructures soient adaptées. Le combat pour Vandières devrait être un combat d'unité lorraine. Alors, c'est marrant. J'allais vous le dire. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire disparaître Vandières dans cette histoire-là ? Où Vandières a-t-il disparu ? Est-ce que l'enjeu de l'interconnexion fer-fer en Lorraine a disparu ? Est-ce que les lignes TGV qui traversent la région ont disparu ? Non. Non, mais l'enjeu de la desserte de Nancy, lui, il existe. L'enjeu de la desserte de Nancy n'est pas menacé par Vandières. Et moi, je fais le pari que, au contraire, on peut aller ensemble, dans le même train. En tout cas, que les deux peuvent avancer ensemble. Moi, je me battrai toujours pour qu'il n'y ait pas de remise en cause, évidemment, de la desserte de Nancy par le TGV. Et évidemment, la liaison directe Paris-Est-Nancy doit être maintenue, le nombre de fréquences doit être maintenu. Mais pour autant, je veux aussi que les Nancéens puissent, en montant dans un TER en gare de Nancy, rejoindre une gare d'interconnexion, détromboser la 31, arrêter non seulement de mettre... Tout ça, intellectuellement, c'est Mais c'est pas intellectuel. Non, c'est vrai qu'on entend parler depuis... Je suis petit, moi, de tout ça. Non. Mais il y a une DUP qui a été prise. Nous ne sommes pas dans une posture intellectuelle. Nous sommes aujourd'hui supposés travailler ensemble pour l'avenir des Lorrains. Mais quand techniquement la SNCF dit qu'on ne pourra pas faire ces arrêts de navettes sur cet endroit où il n'y a que 2 lignes et qu'il va falloir créer une 3e ligne et que c'est l'endroit où ça coûte le plus cher en termes d'inondabilité et tout, est-ce que ce dossier est encore raisonnable par rapport à ce qu'il fait gagner ? Est-ce que si on vous avait dit, et je vais donc en l'espèce rendre un hommage à André Rossineau, il y a 40 ans que Nancy ne pourrait plus être inondée ? Si vous aviez écouté ceux qui vous en expliquaient le coût, la non-faisabilité, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, les habitants du quartier Canal-Meurthe, Stanislas Meurthe, seraient encore à attendre ou à craindre les crues. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un élu, a fortiori un président de département, un président de région, un président d'intercommunalité, le maire d'une grande ville, il a cette fonction justement de déterminer quels sont les grands enjeux d'aménagement et quel est le niveau d'investissement requis pour que les infrastructures voient le jour. Personne n'a dit que dans la situation actuelle c'était facile, mais je continuerai à plaider pour que nous inscrivions l'avenir de la Lorraine et donc des 2 grandes métropoles qui sont au cœur de la Lorraine dans une perspective de développement soutenable, de développement durable. Et ce n'est pas possible, ou alors, j'ai dû louper un épisode, mais ce n'est pas possible que quelqu'un démontre aujourd'hui que le développement durable est compatible avec le fait que lorsqu'on veut relier Nancy et Nantes, il faille d'abord prendre sa voiture, rouler pendant 30 à 35 minutes sur l'A31 en croisant les Belges, les Luxembourgeois, les Néerlandais et tous les Français et tous les Européens qui vont aussi bien faire la liaison entre Nancy et Metz que traverser l'Europe pour rejoindre une gare. C'est un contresens. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes toujours battus, y compris d'ailleurs dans l'enceinte du Grand Nancy, pour que la ville et la communauté urbaine, pour qu'André Rossineau soutienne le projet de Vandières. Et malheureusement, là, ce train a été raté. Le CG là-dessus. Denis ? Le CG Moselle, il est d'un avis différent là-dessus. Je sais bien que le Conseil général de la Moselle est d'un avis différent là-dessus, mais moi j'appelle à ce que chacun développe une vision régionale. Les problèmes sont pourtant les mêmes entre Thionville et Metz contre Nancy et Metz. La 31, elle est surchargée, elle est asphyxiée. Mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est exactement ce que je sous-entendais ou ce que j'expliquais tout à l'heure lorsque j'appelais à l'unité. Il faut arrêter de penser que parce qu'on va pouvoir résoudre le problème chez soi sur un morceau par exemple de la 31 ou est-ce qu'on va plaider pour le développement d'une partie de la région, on va arriver à entraîner tout le monde derrière soi. Ce n'est pas vrai. Le raisonnement départemental, excusez-moi, ça fait longtemps qu'il a vécu. Vous savez, je suis mosellan, moi, à l'origine. Je suis né en Moselle, j'ai grandi en Moselle, j'ai fait mes études en Moselle. J'ai un attachement important. Enfin, né à Phalsbourg, mais grandi à Sarreguemines. Donc j'y suis attaché. C'est un morceau de la Lorraine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les plaidoyers pro-domo ont un sens ?
Est-ce que c'est ça? Les territoires n'ont plus de sens. Si les territoires ont du sens, Non, mais l'organisation administrative des territoires doit être revue. Le découpage géographique des territoires départementaux n'a pas de sens. Je pense qu'aujourd'hui... C'est le fruit d'un hasard de l'histoire. Bien sûr, particulièrement en Lorraine et particulièrement pour ce qui concerne le découpage entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. C'est vrai que l'histoire a un rôle évident et c'est vrai que si on s'en tenait au bassin de vie aujourd'hui, on pourrait largement réinterroger les découpages. Et moi, je ne suis pas hostile à ce que ces questions soient reposées. Mais alors, je sais d'expérience que si vous voulez être certain que rien n'avance jamais, vous mettez ça en numéro 1 de la liste. Alors là, vous pouvez être sûr que vous en prenez pour 25, 30, 50, 100 ans de débats philosophiques et historiques, fort intéressant là, de point de vue intellectuel, mais vous ne ferez pas bouger d'une virgule. Par contre, je pense qu'il faut trouver des projets fédérateurs. Et des projets fédérateurs, gare d'interconnexion, espace de développement, voilà ce qui peut faire que les acteurs lorrains se retrouvent. L'espace de développement, c'est l'espace central cher à Jean-Pierre Masseret ou bien? Mais l'espace central est cher à Jean-Pierre Masseret, cher à Michel Dinet, cher à Jacques Chirac, cher à tous les acteurs du territoire lorrain. Mais vous devez vous sentir un peu seul là-bas, non? Pourquoi? On voit rien. Mais est-ce que vous avez une vision du développement et de l'aménagement du territoire qui fait que vous commencerez à y croire quand vous verrez des immeubles sortir de terre ou des entreprises s'installer? Parce que la fonction d'un territoire, ce n'est pas uniquement de faire ressortir toutes les fonctions dans un seul territoire. L'espace central doit se développer et se développera parce que la logique métropolitaine entre Metz et Nancy sera posée comme un objectif prioritaire pour tout le monde. Parce qu'on aura décidé de travailler ensemble sur un certain nombre de grandes fonctions métropolitaines partagées par les deux agglomérations. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut poser quelque chose au milieu. Enfin, dans l'aménagement de l'A4, juste une seconde encore, l'aménagement de l'A4, on lui a fait faire temps et comme il répond le gros dos pour monter, pour irriguer un certain nombre de territoires, on se rend bien compte que quand c'est pas d'une logique économique immédiate, même faire l'équipement, on traverse le désert. Exactement. Et d'ailleurs, si on pouvait apprendre de l'histoire du tracé de l'A4 en Lorraine et du fait que les considérations n'ont pas été des considérations de développement uniquement, mais aussi des considérations très politiciennes, eh bien, du coup, on pourrait justement aujourd'hui envisager le développement d'une autre manière. Alors, on va juste vous demander des réponses un peu plus courtes pour qu'on puisse poser tous nos questions. On va démarrer, si vous voulez bien, avec ce qui se passe à l'UMP en ce moment. Vous analysez ça comment, vous? C'est une crise. Je pense que cette crise-là, elle tient en partie au fait que l'UMP s'est précipité au lendemain de sa défaite de la présidentielle et des législatives dans une opposition à bras raccourcis. Il n'y a eu aucun temps, et c'est le temps, je pense, nécessaire dans chaque famille politique lorsque les électeurs vous sanctionnent, il n'y a eu aucun temps de remise en cause, de réflexion sur ce qu'a été ces 10 années d'exercice du pouvoir, notamment les 5 années de mandat de Nicolas Sarkozy. Ils sont directement pilonnés. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme s'ils avaient couru sans regarder où ils allaient, et ils arrivent au bord du précipice. Et là, effectivement, comme ils sont deux, il y en a un pour pousser l'autre, ça commence à poser un problème de survie, ne serait-ce que pour l'ensemble des électeurs aujourd'hui de la droite républicaine. Et c'est là où j'ai une inquiétude qui, au-delà de... On pourrait chroniquer avec plaisir et humour tout ça, parce que je me souviens, moi, notamment d'un certain nombre de porte-parole de l'UMP, Valérie Debord, pour ne pas la citer. Je me souviens de que nous avons entendu sur le congrès de Reims et sur l'organisation des primaires qui allait ficher tous les Français. Enfin bref, la démocratie était remise en cause. Bon, quand on voit aujourd'hui la situation qu'ils traversent et les discours qu'ils tiennent, on peut relativiser tout ça. Mais au-delà de ces aspects de commentaires qui sont quand même pas fondamentaux, la droite républicaine en France a besoin d'une grande formation politique pour la représenter. Il y a une grande partie de ses électeurs aujourd'hui, notamment parce que l'UMP a tiré vers la droite depuis un certain temps, et le débat de cette élection présidentielle interne d'ailleurs n'a pas démenti ce que nous avions constaté pendant la campagne présidentielle. Et le risque, c'est que Marine Le Pen, évidemment, tire les marrons du feu. Denis ? Mais est-ce que ce n'est pas non plus la conséquence d'un divorce de plus en plus grand entre les appareils politiques et les citoyens que nous sommes tous ? Je pense qu'en partie, c'est dans la mesure où c'est un cirque, c'est grotesque. La situation économique, elle mérite bien autre chose que ça. C'est vrai. Et est-ce qu'il n'y a pas là, parce que moi j'entendais ce matin ou dans les jours précédents, les commentaires soit des adhérents de l'UMP, soit des autres. Ils sont atterrés. On est atterrés. Enfin voilà, c'est quoi ? C'est ça la démocratie. Quand Laurent Wauquiez dit j'ai vu ce qu'on peut faire de pire en termes de tricherie à l'intérieur de cette fameuse grosse commission, comme il l'a appelée, ça pose quand même des soucis sur la manière dont la démocratie fonctionne
en France. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut comparer des événements récents. Quand nous avons organisé les primaires citoyennes, nous avons fait le choix, non pas de faire appel uniquement aux adhérents du Parti socialiste, mais à tous les électeurs qui le souhaitaient, de désigner le candidat à l'élection présidentielle. Et tout le monde a dit au début, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire, dans quoi s'embourbe, et d'ailleurs beaucoup de socialistes, dans quoi s'embourbe-t-il, dans quoi nous embourbons-nous, sans compter ceux qui, à l'UMP, criaient au risque de flicage des Français pour opinion politique. Ça a été un bel exercice de démocratie, et je pense qu'aujourd'hui, c'est de ça dont il faut que s'inspirent les partis politiques. Effectivement, le divorce, et moi je le ressens sur le terrain, personne ne peut contester que il n'y a plus de baguette magique aujourd'hui, personne n'y croit, et c'est pas parce que l'alternance arrive que automatiquement les électeurs soudain se disent tiens, ça y est, ça va aller mieux. Il faut tous les jours faire la démonstration qu'on travaille dans ce sens. Et ce divorce-là, il est réel, et l'ancrage dans le paysage politique et dans les territoires d'ailleurs du Front National et de Marine Le Pen montre que c'est forcément un risque de plus en plus important de voir que les plus populistes dans toute la classe politique dominent le débat. Et donc il faut que les formations républicaines, et en tout cas en ce qui nous concerne les socialistes, ce que j'appelle la social-démocratie européenne au sens large du terme, aujourd'hui prennent bien la mesure de ça. Si nous ne sommes pas en situation d'apporter des réponses, comme le fait aujourd'hui le gouvernement et le président de la République, eh bien, nous prenons le risque d'installer d'autres figures politiques. D'ailleurs, d'autres pays européens ont connu ces situations-là. Donc, il faut là aussi qu'on soit particulièrement prudent. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a de la retenue à gauche sur le cirque à l'UMP. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui des commentaires à n'en plus finir. Il y a quand même ce sentiment d'une certaine gravité, parce que nous le ressentons. Et donc, nous voulons conserver, de l'autre côté de l'échiquier politique, un parti avec qui débattre, mais un parti qui reste assis sur des valeurs républicaines. Une dernière question ? Cette crise, elle arrive au plus mauvais moment ou au meilleur moment pour la droite ? Pour vous, je veux dire, en tant qu'homme de gauche en face, est-ce qu'ils vont avoir le temps ? Est-ce que ça va être une espèce de renaissance possible d'ici 2014 ou est-ce qu'ils sont cuits ? Je ne suis pas d'ailleurs certain de toute façon que les élections de 2014 se joueront beaucoup sur cette dimension-là. Je vois bien que l'enjeu du maire, même s'il est politique, je ne nie pas la dimension politique. Mais enfin, les électeurs, ils connaissent le président de la République et leur maire. Le reste, on va dire que dans l'ensemble, donc vous êtes comme 69% des Français qui pensent qu'il y a trop de couches au millefeuille, alors ? C'est pas une question qu'il y ait trop de couches ou pas. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec 69% des Français ? Je pense qu'aujourd'hui, on n'explique pas du tout comment fonctionnent les collectivités. On ne résout pas les problèmes de doublons de compétences et on n'a pas aujourd'hui une base claire pour le financement des collectivités. Donc, à partir du temps qu'on n'aura pas résolu ces questions-là, on poussera toujours les gens vers l'idée que tout ça est incompréhensible et ne sert que quelques-uns. Donc, il faut, et la loi que Marie-Lise Lebranchu va présenter au Parlement début 2013, le nouvel acte de décentralisation, il va répondre à ces questions-là. Et pour en revenir à la question que vous posiez, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu vraiment vital à ce que, globalement, le débat politique retrouve des bases apaisées. Et l'élection de François Hollande, ça a été un premier signe en ce sens. Il faut espérer maintenant qu'à droite, il ne termine pas cette histoire sordide à l'UMP par un virage à droite toute. Parce que sinon, on continuera à, dans le débat public, jeter les anathèmes, monter les gens les uns contre les autres, les Français les uns contre les autres. Et vous voyez bien, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Il faut que nous sortions de ce climat. Les gens ne le supportent plus. Et puis ça, c'est quand même un vœu pieux, parce que la motion... C'est notre responsabilité. Non, mais la motion qu'il a emportée, c'est celle de la droite forte. C'est un vœu pieux. Avec suppression du droit de grève pour les fonctionnaires, avec un 1er mai dans la rue, autre part que devant la statue de Jeanne d'Arc et qu'avec des drapeaux rouges, et je crois une charte des droits pour les musulmans établis dans ce pays. C'est cette motion qui est arrivée en tête. C'est bien la preuve qu'il est grand temps aujourd'hui que la droite républicaine se ressaisisse. Parce que ce n'est pas seulement une question de droite-gauche, c'est une question aujourd'hui, globalement, de pacte républicain dans notre pays. Les gens en ont assez, plus qu'assez, d'être montrés du doigt, d'être stigmatisés. Et puis les gens en ont marre que tous les jours, on leur explique que leur voisin est l'ennemi, que l'étranger est l'ennemi, que maintenant l'homosexuel qui veut se marier est l'ennemi, etc., etc. Vous pouvez, les riches, les entreprises, tout ce qui est sorti. Vous pouvez chroniquer à l'infini toute cette tentative et du coup qui instaure un climat qui est un climat franchement désagréable. Et pas seulement dans la vie politique, dans la vie de tous les jours. Moi, de plus en plus de gens disent « stop ». Ras-le-bol.
Maintenant, il faut que nous, les responsables politiques, justement, on se montre un petit peu à la hauteur de ça et qu'on sorte de ce bourbier permanent. Donc depuis que François Hollande est à la tête du pays, vous trouvez qu'il y a mieux, ça va mieux? Ah bah écoutez, aujourd'hui... Non, je vous pose une question. Non, mais moi je trouve que l'élection de François Hollande est déjà en elle-même le signe que les Français avaient envie de tourner une certaine page. Un certain nombre d'engagements important, il y a déjà une vingtaine sur les 60 qu'il a pris devant les Français qui ont été tenus. Alors je sais bien que le climat est difficile, que le contexte économique est difficile et que du coup la perception par les Français des avancées qui ont été engagées par la gauche depuis qu'elle est aux responsabilités, parfois elle est un peu embrumée. Donc il faut que nous on fasse ce travail de pédagogie. Mais moi je trouve heureux qu'au moins le parti qui dirige le pays aujourd'hui, lui, ne le dirige pas sur une base de division. Après, on peut être d'accord et pas d'accord avec les choix politiques qui sont faits. Il faut que lui-même sache aussi ce qu'il Pardon ? On ne parle pas des Verts. Hein. Mais on peut parler des Verts aussi. On peut parler des Verts aussi. Les écologistes siègent au gouvernement. Ceux qui siègent au gouvernement sont pro-gouvernementaux et ceux qui ne siègent pas sont dans la nature. D'accord, mais vous aurez toujours des gens... Oui, mais ça donne quand même l'image que quand on... voilà. Oui, mais je pense que pour le coup, objectivement, en termes de proportion, on est plus dans le domaine de l'anecdotique que dans le domaine d'une divergence politique fondamentale. Les écologistes ont fait le choix de rejoindre la majorité, de participer au gouvernement, ils en ont débattu, ils ont voté. Et aujourd'hui, d'après ce que j'entends en tout cas des ministres qui siègent et de la plupart des parlementaires, ils en sont plutôt heureux. Eh bien voilà, on arrive à la fin de ce rendez-vous avec vous, Mathieu Klein, merci. Merci à vous. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec vous, Jean-Pierre, bien sûr, et Denis. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Merci donc à la semaine et à l'essentiel d'avoir participé à ce rendez-vous. Merci Mathieu Klein. Merci beaucoup.